Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, au niveau du gouvernement et dans les institutions, les passations de charges se poursuivent. Aux affaires étrangères, Léon Adom Kakou reçoit les dossiers des mains de Kandia Camara. À la haute autorité pour la bonne gouvernance, le président Ngolo Coulibaly passe le flambeau à Epiphane Zoro. À la cour de cassation, Yoakofi succède à Chantal Nadaba Camara. Le taux d'inclusion financière doit passer de 47% à 60% en 2024. C'est l'objectif que vise le Trésor public en lançant la campagne de bancarisation. La 3e édition va permettre de sensibiliser sur plusieurs localités du pays. Les agents vont expliquer aux populations qu'il est nécessaire d'avoir un compte en banque. Les Pays-Bas veulent renforcer leur coopération agricole avec la Côte d'Ivoire. Une délégation d'opérateurs économiques néerlandais à Agboville, dans la région de l'Agnibi-Tiassa. Au terme de leur participation au Sahara 2023, ils s'imprègnent des réalités du monde agricole. Ils discutent des opportunités possibles avec une coopération de cacao à Agboville. L'actualité en bref nous conduit dans 3 pays ce soir. La présidentielle en RDC avec les 24 candidatures enregistrées, le feu qui couvre au Proche-Orient et le Gabon où le Parlement de la transition autorisé à prendre fonction. Le département des affaires étrangères change de main. Kandia Camara passe les dossiers à Léon Adom Kakou, un flambeau que le diplomate entend bien saisir pour le rayonnement du pays. Marie-Chantal Akanda. La ministre sortante Kandia Camara passe officiellement la main à Léon Adom Kakou Wadja, ancien ministre délégué aux affaires étrangères. La nouvelle présidente du Sénat exprime sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en elle, tout en rappelant l'importance de préserver le caractère sacré de la diplomatie. Je suis heureuse de constater que la maison est en de bonnes mains. Le grand et prestigieux département des affaires étrangères est désormais dirigé par un homme qui est un pur produit de la maison. Qui mieux que mon frère, mon aîné, Léon Kakou Wadja Adom, dont la place sur l'agenda stratégique du gouvernement est connue et reconnue. En ces circonstances heureuses où je passe le flambeau entre vos mains averties, il me plaît de vous remercier très profondément. Léon Adom Kakou Wadja, nouveau ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, promet de renforcer les acquis pour promouvoir la diplomatie ivoirienne. Il me plaît de témoigner ma sincère gratitude à tous mes autres prédécesseurs pour leur engagement sous l'impulsion de M. le Président de la République en faveur du repositionnement de notre pays sur la scène internationale. Je m'engage à cet égard à apporter, avec le concours de chacun de mes collègues et collaborateurs, ma modeste pierre à l'édification de cette œuvre commune, cette œuvre monumentale. La cérémonie de passation de charges présidée par le secrétaire général du gouvernement, Roger Charles Magnda, s'est conclue par la signature du procès verbal. L'ambassadeur Daouda Diabaté, secrétaire général des Affaires étrangères, au nom de ses pairs, a rendu hommage à la présidente du Sénat, Kandia Camara, soulignant son dévouement et ses compétences tout au long de son mandat à la tête du ministère des Affaires étrangères. Léon Adom Kakou Wadja, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a également reçu des félicitations de ses nouveaux collaborateurs. Cette passation de charge marque un moment clé dans la diplomatie ivoirienne, avec des espoirs et des attentes pour l'avenir. Une passation de charge également à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ngolo Coulibaly, en fin de mandat, a passé le témoin à Epiphane Zoro. Le président sortant a annoncé à cette occasion que le taux de déclaration de patrimoine est passé d'environ 21% en 2017 à plus de 82% en 2023. Son successeur entend s'appuyer sur ses acquis pour poursuivre la mission d'Angui. Sur les fronts de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Ngolo Coulibaly, en fin de mandat, passe le témoin à Epiphane Zoro en présence du secrétaire général de la présidence. Ngolo Coulibaly de saisir l'occasion pour lever un coin de voile sur quelques réalisations de la haute autorité pour la bonne gouvernance HABG sous son mandat. Au titre de la prévention, il s'agit notamment du renforcement des activités de collecte des déclarations de patrimoine dont le taux est passé de 62,1%
8% en 2017 à ma perte de fonction à 82,4% ce jour. Mais sur le chantier de la promotion de la bonne gouvernance, les défis ne manquent pas, admet le président sortant de la HABG. Le nouveau président Epiphane Zoro ne se fait pas d'illusions et compte poursuivre le combat contre la corruption. Les activités que le ministère portait ont été léguées à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et donc c'est ensemble, dans le cadre des organes mis en place par la haute autorité, dont la présidence, le conseil, le secrétariat général et l'ensemble du personnel, que nous allons donc dérouler la feuille de route nationale, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ensemble avec les partenaires au développement et l'ensemble des acteurs de l'écosystème engagés dans la lutte contre la corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance, HABG, fait partie des instruments mis en place par le gouvernement dans le cadre de son plan national de lutte contre la corruption. Selon le président sortant de cette institution, la HABG a permis d'interpeller 20 personnes, dont 15 sont encore à la disposition de la justice. Au niveau du nouveau gouvernement, Silas Metch a été officiellement installé au ministère des Sports. Il est le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie. Il dit être conscient de la tâche qu'il attend. Voici le reportage de Moyabi Diabaté, Samuel Metch. Nommé le mardi 17 octobre dernier, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Silas Metch, a reçu ce vendredi 20 octobre 2023 des mains de son prédécesseur, le ministre Paulin-Claude Danho, les dossiers du sport ivoirien, la CAN 2023, les Jeux Olympiques de Paris 2024, les agoras construits et en construction, le projet d'aisance aquatique et bien d'autres dossiers. Un passage en revue qui permet au ministre entrant de mieux cerner les contours et prendre la pleine mesure de sa nouvelle mission. Je voudrais assurer au chef de l'État et au Premier ministre que je mesure pleinement l'ampleur et l'enjeu de ma tâche. Il me plaît de rendre à cet effet un hommage chaleureux et mérité à mon frère le ministre Paulin-Claude Danho. Une nouvelle page s'ouvre pour notre ministère à quelques jours de l'événement sportif le plus attendu du continent africain, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cela dit, mettons-nous au travail. Les enjeux sont énormes. Le chef de l'État et le Premier ministre tiennent au succès de cette CAN. Pour traduire dans la réalité les ambitions du chef de l'État et les rêves de nos concitoyens, il nous revient, au regard des défis que nous avons à relever, de travailler avec acharnement, en équipe soudée, en n'ayant qu'un seul objectif, réussir le pari d'une bonne CAN pour notre pays. À 3 mois de la CAN 2023, le mouvement sportif se mobilise autour du nouveau ministre afin que la fête soit belle. À la fin de cette passation de charge présidée par le secrétaire général du gouvernement, Charlemagne Da, le ministre Silas Metch a eu droit à une visite guidée des locaux du ministère des Sports. Changement à la tête d'une autre institution, une cérémonie pour passer les charges entre Chantal Nanaba Camara et Yoa Kofi. Le nouveau président s'est engagé à œuvrer pour le renforcement de l'état des droits. Angela Diallo. Après 12 années à la tête de la Chambre judiciaire, devenue Cour de cassation en 2018, Chantal Nanaba Camara passe la main à son successeur. Il s'agit du magistrat hors hiérarchie Yoa Kofi, qui compte 40 années de service au sein de la magistrature ivoirienne. La nouvelle présidente de la Cour constitutionnelle félicite son successeur pour sa nomination. Cette nomination est le couronnement d'une quarantaine d'années de dignes et loyaux services dans le corps de la magistrature, où vous avez occupé d'éminentes fonctions en vous remettant les clés de cette maison commune. Je suis convaincu que vous contribuerez à accroître son prestige. Après l'intervention de la présidente sortante, les deux intervenants ont procédé à la signature des procès-verbaux de passation de charges en présence du procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. À son tour, le président de la Cour de cassation a félicité ses nouveaux collaborateurs pour avoir réussi à hisser haut le nom de l'institution. Mesdames et messieurs les membres du personnel,
je voudrais vous faire une adresse spéciale pour le travail acharné que vous abattez au quotidien pour le rayonnement de la Cour de cassation. Je peux compter sur vous pour continuer ensemble l'œuvre de l'édification de l'état de droit entamée par nos illustres dévanciers. Au sortir de la passation de charges, prise de contact entre le président de la Cour de cassation et les magistrats. Notons que la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en Côte d'Ivoire. Jusqu'en début de cette semaine, il était directeur général du Trésor. Jacques Assaouré Conan, nommé ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. C'est aussi un acteur politique, leader dans la région de Béké. Après les élections du 2 septembre, il a été brillamment élu président du Conseil régional. Kader Sogodogo revient sur son parcours politique. Le nouveau ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s'appelle Jacques Assaouré Conan. Il est administrateur des services financiers. Il était jusque-là directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Après une maîtrise en droit public à l'Université nationale de Côte d'Ivoire en 1987, il va obtenir 2 années après le diplôme du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA, option Trésor. Une structure où il gravira différents échelons et postes de responsabilité avant d'être nommé le 29 juin 2016 directeur général. Le nouveau ministre est depuis 2021 député de la circonscription Botro-Languibounou. Il est porté à la tête du conseil régional de Béké à l'issue du scrutin du 2 septembre dernier. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaouré Conan, est né le 8 juillet 1961. Il est marié et père de 5 enfants. C'est une question qui sera certainement au cœur de l'action du nouveau ministre de l'Environnement, le Développement durable. Le Forum africain de l'économie circulaire se tient à Abidjan. La transformation des déchets et objets usagés au cœur de la rencontre. Il y a des panels, expositions, ventes des produits fabriqués à partir de tout ce que nous utilisons au quotidien. On le voit avec Dangui Dangui. Exposition de produits de l'économie circulaire, étalage de son potentiel économique. On se bouscule dans les stands de la première édition du Forum africain de l'économie circulaire. Concept qui engage chacun et à tous les niveaux, selon le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, l'un des promoteurs de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est dire simplement que tel que nous avons eu accès finalement aux biens, ce bien, ça peut être la connaissance, ça peut être le produit, etc. Donc le produit auquel nous avons accès, ce produit, il ne faudrait pas qu'il s'arrête à notre niveau et qu'il parte à la destruction. Il faut qu'il retourne dans un circuit de façon à ce qu'il puisse être recyclé à perpétuité quand cela est possible. À la cérémonie d'ouverture déjà, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a pris l'engagement d'inscrire la promotion du concept d'économie circulaire sur la liste de ses priorités. J'entends inscrire résolument les actions de mon département dans la traduction du vaste chantier de la transition écologique en actions concrètes afin de garantir de manière durable, équitable et sûre les ressources vitales, la justice, le progrès social et une qualité de vie à nos concitoyens. Un panel a permis aux acteurs du secteur privé et public de partager avec les participants leurs expériences et bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Et Dangui Dangui nous parle également d'une campagne de bancarisation qui est lancée. Le taux d'inclusion financière doit passer de 47% à 60% en 2024. Le Trésor public explique aux populations les avantages d'avoir un compte bancaire ou mobile money. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est l'un des plus faibles de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. D'environ 17% en 2016, le taux de bancarisation est passé à 26,1% en 2021. Un taux toujours à la traîne par rapport au dynamisme de l'économie ivoirienne selon les experts du Trésor public. Le Trésor public, qui veut justement inverser cette tendance, a institué la campagne de sensibilisation sur la bancarisation dès 2016. Campagne dont l'édition 2023 vient d'être lancée sous le thème « Les services financiers qui répondent aux besoins de la population ». Cette initiative
devrait permettre à terme de contribuer à la réduction progressive de la pauvreté et des inégalités dans la redistribution de la richesse et partant consolider le niveau de résilience de l'ensemble des secteurs socio-économiques de notre pays à l'occasion des crises conjoncturelles et structurelles éventuelles. L'édition 2023 de la campagne de sensibilisation sur la bancarisation concerne 3 régions, à savoir le Kologo, la Nyebitiassa et le Kavali. Au menu, expliquer aux populations les avantages d'avoir un compte bancaire ou mobile money et faire ainsi passer le taux d'inclusion financière de 47% en 2017 à 60% d'ici 2024. Dans le monde agricole pour le Sahara, c'était la Hollande, le pays invité, une occasion pour les hommes d'affaires de toucher du doigt les réalités de l'agriculture ivoirienne. Une délégation d'opérateurs économiques néerlandais a effectué une visite à Beauville, dans la région de la Nyebitiassa. Ils ont discuté avec une coopérative agricole de cacao implantée dans la localité. Ils ont parlé surtout des opportunités de coopération. On le voit dans ce reportage de Kone Pagasoro de Madongi. S'imprégner de l'expérience des opérateurs économiques ivoiriens depuis la chaîne de production jusqu'à la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Échanger sur d'éventuelles possibilités de partenariats commerciaux gagnant-gagnant. C'est tout le sens de la visite d'une délégation des entrepreneurs néerlandais à la coopérative agricole de cacao Sempa dans la commune d'Agboville. Pour nous, il est important que notre entreprise néerlandaise puisse découvrir les possibilités, les opportunités de travailler ensemble pour une production durable et aussi assez profitable pour améliorer la situation économique aussi pour les producteurs. Occasion pour Moussa Sawadogo, dit Moussa Cacao, président du conseil d'administration de la dite coopérative, d'indiquer ses attentes pour la signature d'un partenariat fructueux à court terme avec les opérateurs économiques néerlandais. Au niveau de la transformation, nous voulons vraiment avoir un partenariat de bonne machine qui va nous permettre de pouvoir aller à une transformation vraiment moderne et bien faite, avoir des partenaires qui vont nous permettre d'avancer plus dans ce que nous faisons. C'est au Sahara 2023 que les responsables de la coopérative Sempa ont tissé les premiers contacts avec la délégation néerlandaise. Créée le 15 mars 2023 à Ano, dans la région de l'Anyebitiassa, la coopérative Sempa, dont le siège se trouve à Agboville, a débuté ses activités par la collecte et la commercialisation des fèves de cacao et de café avec 150 producteurs. Dans le monde de la communication, la SDM, l'Agence de soutien et développement des médias, a ouvert une rencontre de concertation avec les organisations de presse ce jeudi. Cette réunion a regroupé les différentes fêtières des médias, notamment l'audiovisuel, la presse imprimée, la presse en ligne, pour recueillir toutes les propositions en matière d'accompagnement. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. De l'audiovisuel à la presse imprimée, en passant par la presse en ligne, le financement des productions et des impressions demeure une épine pour les entreprises, mais également pour le développement des médias. La conjoncture à laquelle font face certains organes de presse est au centre des préoccupations des fêtières et de l'Agence de soutien et de développement des médias. Nous sommes là en fait pour travailler sur les critères d'éligibilité, les conditions d'accès à ce fonds public, ce qu'on appelle l'aide publique à la presse. Parfois, certains critères d'accès ou critères d'éligibilité peuvent poser problème. Et pour nous, en tant que fêtière, il est important de venir apporter un tant soit peu un lobbying. Les attentes qui sont les nôtres sont plus les attentes qui vont concerner les producteurs pour la partie média télé. Comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner? Est-ce que les mécanismes seront simples? J'ai déjà entendu parler qu'il y aura une partie qui pourra se faire de manière digitale, donc c'est déjà une bonne initiative qui a été prise par la SDM qui travaille sur ce dossier. Donc oui, on va être attentif à la manière dont on va pouvoir travailler au quotidien avec la SDM. À l'ouverture des échanges, le conseil de gestion et le directeur général de l'agence ont rassuré sur l'engagement du gouvernement, à travers le ministère de la Communication, d'accompagner la presse. Cette rencontre est un cadre de concertation en vue de recueillir les contributions. Cette aide publique doit faire l'objet vraiment d'une approche totalement transparente.
et elle doit faire l'objet également dans son exécution, dans sa mise en œuvre, donc d'une approche également inclusive. Cet atelier de 24 heures va déboucher sur des recommandations des organisations professionnelles des médias. Les résultats seront soumis au conseil de gestion en vue de prendre en compte les préoccupations des acteurs des médias. Le président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, était au Carrefour de Grand Bassam. Akasaye Lazare parle de cohésion avec les élèves maîtres. Il appelle à un bon encadrement des générations futures. Ce cadre d'échange est initié par les anciens de ce centre de formation. Franck Quadio. Centre d'animation et de formation pédagogique de Grand Bassam, les deuxième années, 255 élèves maîtres en salle de conférence, bien attentifs, calepins et stylos d'usage. L'orateur du jour, Akasaye Lazare, leader national de la Fédération pour la paix universelle, venu parler de transmission de valeurs. Être de bons enseignants, c'est avant tout être des acteurs de paix et d'amour. Il a dit d'être bons enseignants, bons parents. Nous devons prendre les élèves que nous enseignons comme nos propres enfants. Culquer ces valeurs aussi à ces enfants, leur montrer qu'une fois qu'on vit dans une société, on doit promouvoir la paix et vivre en cohésion. Nous avons appris de grandes valeurs sur la paix. Et je pense que si ces élèves ont pris bonne note, ils seront nous représenter sur le terrain. La paix en partage, l'idée est de transposer dans l'univers de l'école de bons rudiments de la cellule familiale pour un meilleur équilibre de l'enseigné. En tant qu'être spirituel sensible, les enfants ont besoin d'avoir des modèles et qu'ils se reconnaissent à partir de ces valeurs de paix que les enseignants vont refléter pour faire la paix, pour que les enfants deviennent des hommes de paix dans le futur. Il faut leur apprendre à aimer leurs parents, à aimer leurs frères et sœurs. Et une fois que cet acquis est une réalité, eh bien, ils viennent à l'école avec ces valeurs-là pour aimer leurs enseignants comme leurs parents. Objectif, un meilleur équilibre social. De quoi ravir la promotion 78-79 du CAFOP de Grand Bassam à l'initiative de la conférence, les seniors qui ont prodigué de sages conseils à leurs cadets, mais aussi fait des dons en matériel didactique et phytosanitaire. On reste à l'école et rendons-nous cette fois dans le département de Korogo. Le village de Ponvogo a accueilli la 9e édition de la cérémonie de remise de dons de la Fondation Tchépé. Les élèves de Ponvogo et des villages alliés ont reçu des manuels scolaires, des kits alimentaires et des moyens de déplacement pour se rendre à l'école. Mama Traoré. C'est dans l'enceinte de l'école primaire publique de Ponvogo qu'a eu lieu la remise de dons de la Fondation Tchépé. Dont composé de centaines de kits scolaires pour les nouveaux et anciens écoliers de l'établissement, mais aussi d'une vingtaine de bicyclettes destinées aux jeunes filles nouvellement admises en 6e, afin de leur permettre de rallier aisément les villages environnants à Koni, le chef-lieu de sous-préfecture où se trouve un collège de proximité. La cantine de l'EPP Ponvogo n'est pas oubliée. La Fondation Tchépé la dote en provisions alimentaires en vue de renforcer l'assiduité et améliorer les résultats académiques des élèves. Autorités préfectorales et éducatives louent ce soutien de la Fondation Tchépé au village de Ponvogo. Offrir des kits scolaires, c'est lutter à la fois contre la non-scolarisation des enfants et la déscolarisation des écoliers en situation difficile. Les kits scolaires vont permettre à ces enfants d'aller sereinement à l'école, de se concentrer sur leurs études, de les achever et venir contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, cher aîné, sachez que vous avez choisi le bon combat. À travers ces remises de kits scolaires et alimentaires, vous avez investi dans l'avenir. Ces élèves sont les futurs cadres de ce pays. Ce sont eux qui vont poursuivre la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est la 9e rentrée scolaire de suite que la Fondation Tchépé assiste le village de Ponvogo, avec pour partenaire la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, l'ONG Modération et la Société coopérative agricole de Biankouma. Au nom de Brahima Koulibaly, président de la Fondation Tchépé, le vice-président Soro Moussa exhorte les parents à un meilleur encadrement des élèves.
Le processus électoral qui a permis d'élire le nouveau maire de Buyo s'est achevé cette semaine avec l'installation du nouveau conseil municipal. Lazare Yao et son équipe ont été installés par le préfet de département. Il leur a recommandé de consolider la cohésion sociale. Didier Nguessan. Lazare Yao a été élu à sa propre succession à la mairie de Buyo le 2 septembre dernier. Il a mis en place ce jour le nouveau conseil municipal qui entend poursuivre les infrastructures et développer les actions sociales. Nous sommes en zone rurale en ce qui concerne tout ce qui est voirie au niveau de notre commune, l'électrification de nos quartiers, la santé, l'éducation. Étant entendu qu'il faut aussi prendre en charge les jeunes, les femmes, les indigents. Les membres qui intègrent le conseil municipal de Buyo sont invités par le préfet de département, Kwame Bouaki, à travailler de concert avec l'ancienne équipe pour le bien-être de la population de Buyo. Il les exhorte à se conformer au cahier de charges de la direction du développement des collectivités territoriales. Lazare Yao est assisté par 4 adjoints au maire. Échange économique entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche. Les deux pays veulent aller encore plus loin. Une journée ivoirienne organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires autrichiens se sont mobilisés pour saisir les opportunités d'investissement. Alexis Oudarogo. Une journée pour célébrer la Côte d'Ivoire et présenter son potentiel. C'est le sens de la journée ivoirienne qui s'est tenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Autriche cette fin de semaine. Les acteurs de la coopération ivoiro-autrichienne, force est de relever le faible niveau de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche. En vue de redynamiser cette coopération bilatérale, il conviendra notamment de créer un cadre de partenariat bilatéral en vue d'instaurer des échanges et des discussions régulières sur les questions d'intérêt commun. La célébration est l'occasion d'inviter les investisseurs autrichiens en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, qui fait du renforcement de la diversification de la coopération ivoiro-autrichienne une priorité, encourage les entreprises et les hommes d'affaires autrichiens à venir investir en Côte d'Ivoire. C'est en juillet dernier que Cissé Yakouba, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République d'Autriche et représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne, a présenté ses lettres de créance au président fédéral de la République d'Autriche. Une accréditation inscrite dans le cadre de la redynamisation et du renforcement des relations économiques, culturelles, scientifiques, touristiques entre les deux pays. L'actu en bref de ce vendredi nous conduit en République démocratique du Congo. 24 candidatures déclarées recevables pour la présidentielle. Nous ferons aussi un tour au Gabon où le Conseil constitutionnel autorise le Parlement de la transition à prendre fonction. Et enfin à Gaza, le secrétaire général de l'ONU s'y est rendu ce vendredi. Angela Diallo. La liste provisoire des candidatures pour la présidentielle en RDC a été dévoilée par la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont 24 candidatures qui ont été déclarées recevables pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Une liste qui doit être examinée par la Cour constitutionnelle. Une fois la liste définitive publiée, le 18 novembre au plus tard, la campagne pourra s'ouvrir et prendre fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin. Au Gabon, le Parlement de transition peut enfin entrer en fonction. Nommé le 6 octobre dernier, les députés et sénateurs de la transition ne pouvaient pas entamer leur travail. Plusieurs saisines auprès de la Cour constitutionnelle avaient suspendu l'installation du Parlement de la transition. Ce vendredi, la Cour a finalement donné le feu vert. Le Parlement de la transition compte 98 députés et 70 sénateurs nommés par décret du président de la transition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce vendredi au point de passage de Rafah pour préparer l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'aide qui aurait dû entrer ce 20 octobre devrait pouvoir entrer demain samedi. Environ 2,3 millions d'habitants attendent désespérément l'ouverture du point de passage de Rafah. L'actu en bref de ce vendredi avec Angela Diallo. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la langue qui blesse fait plus mal que le pied qui trébuche. Demain, 20h, retrouvez Marie Longoa.